Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, nous ferons le tour des activités offertes à la Maison Mieux-être à Laval. On va vous parler d'un très beau projet qui réunit à la fois des personnes aînées, mais également des étudiants du niveau collégial dans le cadre d'une cohabitation intergénérationnelle. Ça a pour nom Appartenance. En parlant d'aînés, la journée manchante s'en vient et, comme à chaque année, elle fera encore bien des heureux. Ils arrivent de pays soit déchirés par la guerre ou pour des situations économiques, mais heureusement, le Centre lavallois d'intégration et de cohésion sociale s'occupe d'eux. Alors que Laval s'apprête à accueillir ses premiers réfugiés syriens, nous vous parlerons d'un spectacle bénéfice qui leur sera entièrement dédié. Et notre critique cinéma nous dira ce qu'il a pensé du film mis 12 fois en nomination à la prochaine soirée des Oscars qui met en vedette Leonardo DiCaprio, le film Le Revenant. L'édition de la semaine du 24 janvier 2016 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. On sait tous comment faire des bébés. Mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est de savoir quoi faire ensuite avec ce bébé. Et justement, ici à Laval, il y a la Maison Mieux-être à Laval pour nous parler des activités à venir pour l'hiver et le printemps 2016. Nous avons sa directrice générale, Lisiane Grégoire. Re-bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, M. Rémy. Comment allez-vous? Ça va très bien, Oui. vous? Oui, les naissances se portent bien à Laval? Oui, les naissances se portent bien On à a-tu Laval. un petit baby-boom, quelque chose dans le genre? Non, on n'a pas Non? de baby-boom, mais on a quand même une nouvelle ressource pour les parents. Alors ça, je pense que ça fait que les naissances vont mieux. Ou enfin, OK. notre mission, c'est que les parents puissent vivre la venue de leur bébé de la façon qui soit la plus satisfaisante et harmonieuse possible. Justement, réexpliquons pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Maison Mieux-être à Laval. Ben voilà, donc c'est un centre de ressources périnatales. Autrement dit, ce sont des services autour de la naissance. Alors, dès qu'on songe à avoir un bébé, on peut arriver même en préconception, si on veut. Absolument. On a les cours de yoga prénataux qui peuvent se prendre dès l'idée d'avoir un bébé pour se mettre dans l'état zen de la conception. Oui, parce que c'est un monde, la maternité et la paternité, et c'est ça que vous vous accompagnez, dans le fond. Absolument. Hein? Et quand vous dites que vous avez une ressource supplémentaire, on parle de quelle ressource? Bien, c'est à Laval que nous avons cette nouvelle ressource qui est notre centre, parce que nous avons, bien qu'on existe depuis 5 ans, on a des locaux pour offrir nos services seulement depuis l'été dernier. Ah, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, on avait jasé. Alors là, donc, on a une belle grande salle pour donner nos cours prénataux et tous les cours de groupe. Alors, si vous voulez, on commence par le début, les cours prénataux. Ben oui. Alors, les cours prénataux, pour nous, sont axés sur soutenir les parents pour qu'ils prennent davantage confiance dans l'événement de l'accouchement. Hein, souvent, pour les femmes, surtout quand c'est le premier bébé. Même pour le père, c'est très inconnu, là, je vous dis. Là. Oui, ça apporte toutes sortes d'inquiétudes. C'est vrai. Puis justement, pour le père, on y songe en particulier parce qu'on a un intervenant masculin. OK. Puis une soirée sur 2, nos rencontres prénatales s'échelonnent sur 8 semaines. Bien, une soirée sur 2, ils ont un intervenant masculin avec eux. Puis là, on sépare le groupe en 2. Les pères vont ensemble avec l'intervenant masculin, puis les femmes restent de l'autre. Donc, ils peuvent échanger sur des thématiques. Poser des questions, finalement, et se rassurer aussi. Puis aussi exprimer leurs craintes et tout ça, parce que souvent, quand on est tout le temps en couple, on fait toujours passer la femme avant. C'est elle qui porte le bébé, donc c'est vers elle qu'on porte l'attention. C'est normal, bien sûr. Mais le père, lui aussi, vit ses difficultés, ses inquiétudes et tout ça, ses émotions et tout ça. Alors, avec l'intervenant masculin, bien là, ils ont la première place. OK. Bébé est né, il est en santé, il va bien, on le ramène à la maison, on ne sait plus quoi faire avec. Vous êtes un petit peu trop vite pour je trouve vite, moi, là? Ben OK. oui. OK. Parce que pour l'accouchement, bon, pour terminer sur les rencontres prénatales, on offre donc la session de 8 groupes, de 8 soirées, mais on a aussi des rencontres à la carte. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. On a 5 thématiques pour se préparer à l'accouchement, pour se préparer à l'allaitement, puis se préparer au retour à la maison. Puis on a même un nouveau cours qui est en option, qui peut être pris aussi par ceux qui prennent le groupe, là. Donc, qui sont les bouger pour accoucher. Alors, c'est un cours qui est plus physique, des exercices avec le ballon, des suspensions, des exercices en couple pour faciliter le travail de l'accouchement. Puis là, avant que le bébé soit né, bien, il faut qu'il naisse, ce petit-là. Oui. Alors là, on offre l'accompagnement à la naissance. Donc, vous allez pouvoir être là?
Pas moi personnellement. Ben, mais Nos la maison, accompagnantes à c'est la ça, naissance, oui. exact. Les accompagnantes, elles vont accompagner le couple durant toute la durée du travail et de l'accouchement. Donc, elle est présente avec eux à l'hôpital. Elle les a rencontrés avant, 2, 3 rencontres, c'est au choix, pour pouvoir savoir qu'est-ce que les gens souhaitent, préparer un plan de naissance. Encore là, c'est quoi leurs inquiétudes, quelles sont leurs attentes. C'est bien important, ça, parce que nous, on veut que les parents soient satisfaits. Alors, l'accompagnement à la naissance, des fois, les gens craignent que ça envahisse leur intimité. Bien, l'accompagnante, elle peut prendre la place que vous voulez. Donc, elle peut s'asseoir dans le coin. C'est pas une sage-femme, cette accompagnante-là. Non, elle accompagne, là, c'est le suivi global, le psycho et physique, si je peux dire. Là, elle peut faire des massages, elle peut faire les petites débarbouillettes, elle peut rassurer, elle peut expliquer aussi ce qui vient de se dire avec le médecin. Des fois, ça va vite et on n'a pas bien compris. Alors, elle peut rassurer et donner des explications. Donc, ça, c'est l'accompagnement à la naissance. Puis c'est reconnu là, par l'Institut national de santé publique comme une pratique très prometteuse. Ça améliore la satisfaction de l'expérience des parents. Bien sûr, Oui. autant pour l'enfant que pour les parents aussi, là, bien sûr. Parce que si les parents sont nerveux, l'enfant va le ressentir, ça c'est clair. Aussi. Oui. Bon, une fois qu'on a traversé ça, on arrive à la maison. Oui. Oui. Mais en prénatal, là, on a eu des cours de yoga prénatal, des cours de baladie, danse du ventre pour femmes enceintes et aussi en postnatal. OK, mais les hommes aussi peuvent avoir un petit ventre pendant On la a du grossesse. yoga papa-bébé. Ah, OK, correct. Ah oui, on pense aux parents et aux pères aussi. Et donc, après, on a toutes sortes d'activités, mais en premier lieu, ce qu'on recommande, ce sont les rencontres postnatales. Alors ça, c'est un peu comme l'inverse des cours prénataux, mais c'est davantage un espace d'échange et d'expression. Puis aussi, il y a toutes sortes de thématiques qui vont être abordées en lien avec l'adaptation à la vie avec le nouveau-né. L'allaitement, La nourriture tout ça. aussi, Ben éventuellement. Oui. Bon. Éventuellement, on a aussi ça. On a des ateliers sur l'introduction des solides, mais par la méthode de diversification alimentaire menée par l'enfant. Alors ça veut dire qu'on passe outre les purées. OK. On passe pas oui. bien purée, non? On passe outre les purées. OK. Oui. Mais on va pas au steak direct, là? Non, pas au OK. steak direct, mais aux morceaux qui peuvent être cuits ou crus, OK. dépendant. Donc, on apprend quel est l'intérêt de ça puis comment le faire de façon sécuritaire. Écoutez, je sais que vous avez plein de choses, mais il reste 2 minutes. Il me semble que ce que vous vouliez jaser ici, à moins que je me trompe, c'est des activités à venir. Bien, écoutez, il y a un service qui est vraiment important, c'est les relevailles. Les relevailles à domicile, là, ce service-là fait l'objet d'une entente avec notre système de santé à Laval. Alors, les gens peuvent avoir, les mères, là, en particulier, avoir du répit à domicile. Il y a une assistante périnatale qui se rend chez eux et qui va lui offrir un répit sur mesure. Quand je dis sur mesure, ça veut dire qu'elle a besoin de dormir, elle va s'occuper du bébé. Elle a besoin d'aide pour la préparation des repas, des tâches ménagères. Elle a besoin d'être accompagnée Ce que la pour des famille faisait rendez-vous. auparavant, mais qu'on n'a pas toujours. Exactement. OK. Alors, tout ça avec une personne qui a une formation qui peut donc donner du soutien avec toutes les difficultés usuelles, si on peut dire, là, de l'adaptation avec un nouveau-né. Puis c'est aussi bon pour, imaginez-vous donc, pour la prévention de la dépression postpartum. Ah, ben oui, bien sûr. Eh oui. Bien sûr. Bon, on fait appel à vos services à la Maison Mieux-être jusqu'à quel âge avec son enfant? Jusqu'à environ 1 an. Jusqu'à 1 an. Oui. Donc, il y a plusieurs activités mère-bébé ou père-bébé. En général, c'est jusqu'à 1 an. On a 36 nouvelles activités à notre calendrier en janvier. Alors, on invite tout le monde à venir voir notre site Internet. Ils peuvent télécharger notre programmation, voir à quelle heure toutes les activités se déroulent. Il y a des ateliers d'herboristerie. Il y a, comme je vous disais, là, il y a le portage, l'atelier de portage où on apprend Comment tous les porter le modèles bébé. de porte-bébé, comment on peut le porter de façon ergonomique qui respecte le développement du bébé, parce qu'il ne faut pas qu'il soit positionné n'importe comment. Alors, il y a tout ça, puis on a nos cafés-causeries aussi qui sont tous les mardis matins. Alors, les couples et les femmes sont les bienvenus. Ils peuvent venir nous voir. C'est notre devise, là, c'est « Chez nous, c'est chez vous ». Alors, ils sont bienvenus. On a une belle aire bistrot où on tient les cafés-causeries. Il y a une aire de jeu pour les enfants. Ils peuvent rester luncher dans la cuisine. C'est très convivial et ouvert à tous. Puis l'homme, il trouve sa place? Absolument. De plus en plus, Ah, les j'espère. pères adorent, dans les cours prénataux, là, la période avec l'intervenant masculin, quand on fait des fiches d'évaluation, là, Ça ça revient top fort. très satisfait de ces rencontres-là. OK. Donc, tous les détails, c'est sur mieuxêtre.org, n'est-ce pas? Exactement. Sinon, on peut appeler directement à la Maison Mieux-être de Laval au 438-830-4323. Et il y a plein d'activités qui s'en viennent. Alors, si vous êtes à la veille d'avoir un bébé ou même avant d'avoir un bébé, allez faire un tour pour rencontrer non seulement Mme Lisiane Grégoire, mais également toute son équipe. Merci, Lisiane. Merci beaucoup. Dame Nécessité fait bien les choses. Alors que la transmission du savoir s'est perdue entre les jeunes et les aînés,
on s'aperçoit que la cohabitation, elle est souhaitable, non seulement pour des raisons économiques, mais également sociales. D'ailleurs, dans cette foulée-là, il y a le projet Appartenance qui a été mis sur pied pour justement avoir une cohabitation intergénérationnelle. Pour nous parler de ce projet qui est pour nom Appartenance, nous avons l'agent de développement de la Maison des grands-parents, Julie Perrotte. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Bonjour. J'ai vu ce projet-là, je suis tombé en amour avec votre projet d'abord. Un coup de cœur. Un coup de cœur parce que je trouve effectivement que ça manque beaucoup. Et c'est drôle, je voyais justement un documentaire en fin de semaine sur le bonheur où, entre autres, au Japon, à Okinawa et au Danemark, on réunit les générations et ça fait que les gens vivent beaucoup plus vieux et ils sont plus heureux. Alors, j'imagine que c'est dans cette foulée-là que vous l'avez fait. Tout à fait. Dans le but d'améliorer, en fait, les conditions de vie des personnes aînées et retraitées et permettant donc de cohabiter sous un même toit. Et là, on parle d'une personne aînée qui héberge un étudiant de niveau collégial. Ou universitaire? Oui, peut-être à l'an 2, en fait, parce qu'à l'an 1, on a conclu une entente avec le Collège Montmorency. C'est ça. Tout récemment, et qui nous permettra donc de conclure des jumelages au printemps. Impliquant donc des étudiants de niveau collégial et des aînés qui ont été recrutés donc depuis quelques mois déjà. Donc, est-ce que ça existe déjà ou ça va se faire, ce jumelage-là? Le jumelage aura lieu au printemps, au printemps 2016, donc dans quelques mois. Oui. Et donc, dans le but de favoriser le rapprochement entre les générations, de vivre sous un même espace de vie, en fait, d'être hébergés sous un même toit, de partager le quotidien et de mieux vivre ensemble. Parce qu'il y a porter une attention, une attention réciproque, en fait, et mettre à profit, en fait. Mais l'idée là-dedans, dans le fond, c'est que ces deux générations-là ne se connaissent pas beaucoup, hein, disons-le. Peu. Les aînés n'ont pas souvent été côtoyés aux plus jeunes, à moins d'avoir une famille tissée serrée, ce qui est de moins en moins le cas. Ça brise l'isolement, mais ça amène aussi, et je disais au début, une transmission du savoir puis une certaine sécurité pour ces jeunes-là d'habiter avec des personnes âgées, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. Dans le cadre de ce projet, le fait de cohabiter ensemble au quotidien permet à la personne aînée de partager son expérience, ses connaissances, son savoir. Et aux jeunes, en fait, de partager lui aussi son savoir, son expérience de vie et de permettre aux deux de se rapprocher tout doucement et de partager le quotidien et d'offrir une présence rassurante de part et d'autre. Parce qu'on parle d'un étudiant qui vient parfois de l'extérieur de la ville, qui vient habiter à Laval, qui ne connaît pas la ville de Laval et qui pourra, au fil du temps, peut-être découvrir la ville. Comment est-ce qu'on va faire ce jumelage-là? Parce qu'il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une chimie entre les deux parties. Oui, assurément, il faut tenir compte des affinités de chacun et chacune. Assurément, il y a des étapes à franchir. Il y a un appel téléphonique, dans un premier temps, où on pose des questions de base pour s'assurer ou vérifier un peu la motivation et l'intérêt de la personne, du jeune et de la personne aînée. Ensuite, une rencontre individuelle à la Maison des grands-parents de Laval, suivie d'un questionnaire où la personne est appelée à compléter une quinzaine de questions, toujours en lien avec le projet, pour valider un peu ses intérêts, sa motivation. Ses affinités, on le dit. Ses affinités, son parcours de vie, en fait. Ça peut être un couple d'aînés, ça peut être un couple de retraités, mais ça peut être aussi donc un individu, et ce sont des étudiants. Donc, je répète, des étudiants de niveau collégial, de première année, deuxième et tout ça, âgés entre 17 et 20 quelques, et peut-être parfois plus, parce qu'il n'y a pas d'âge pour effectuer un retour aux études. Et on demande à ces jeunes-là, ou à ces moins jeunes-là, de faire des petites tâches aussi en même temps, donc de s'impliquer dans la vie des personnes. Oui, de s'impliquer au quotidien. Ça peut être des tâches, donc, je ne sais pas moi, préparer un repas ensemble, tout simplement, ou initier la personne aînée ou retraitée à l'informatique, au courriel, aller, je ne sais pas moi, faire des petites emplettes à l'occasion, sortir les ordures à l'occasion. Et de part et d'autre, la personne aînée peut, je ne sais pas moi, faire une petite brassée pour le jeune. Vous dites ça, mais j'ai justement un jeune qui habite chez une personne âgée et elle n'arrête pas de faire son lavage. Et il trouve ça absolument charmant. Il vit comme s'il était avec chez ses parents ou même chez ses grands-parents. Exactement. Parce qu'on fait, à la Maison des grands-parents de Laval, on veut assurément, la mission première est de briser l'isolement et la solitude, mais permettre à la personne aînée ou retraitée de vivre sa parentalité, en fait, dis-je,
et d'autre part, d'agir comme transmetteur de savoir, de connaissances, par le biais d'activités intergénérationnelles qui favorisent toujours le rapprochement des générations. Par exemple, il y a des rencontres intergé dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Il y a un colloque intergé depuis 18 ans déjà. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Oui. On en était en octobre dernier à notre 18e édition qui impliquait à la fois, je dirais, 70 à 80 élèves de 4e et 5e secondaire du monde de la salle et une cinquantaine d'aînés qui ont partagé une belle journée intergée ayant pour thème, en fait, cette année, c'était l'interculturalisme. Et il y avait aussi la vie démocratique et métiers et professions. Qu'est-ce que l'un et l'autre apprennent dans ces échanges-là? Ils apprennent, en fait, à mieux connaître, à poser un regard différent sur l'autre, à développer une plus grande ouverture d'esprit, à accueillir la différence, parce que si on parle, par exemple, de l'école secondaire au Mont-de-la-Salle, plus de 75 % des élèves sont issus de communautés culturelles différentes. Donc, ils n'ont pas été exposés à cette culture-là. Peu ou pas. Une journée, en fait. Donc, dans un premier temps, il y a des rencontres intergées, il y a un colloque. Donc, il y a des thèmes qui sont abordés, comme je disais un petit peu plus tôt, l'interculturalisme, la vie démocratique, les métiers et professions, parce que ces élèves-là sont en cheminement. Donc, ils ont 15, 16 ans et auront à faire des choix, éventuellement. Et les retraités ou les personnes qui participent à ce colloque-là sont, pour eux, des sources d'inspiration. Est-ce que ce sont les personnes aînées qui vous contactent pour accueillir des étudiants ou ce sont des étudiants qui font des demandes auprès des aînés? Comment ça fonctionne? Quand on parle du projet de cohabitation appartenance, en fait, ce sont les aînés. Parce qu'en fait, il y a eu une certaine publicité, on a une couverture médiatique depuis quelques mois déjà, dans le Courrier Laval, dans le Bel Âge. Et aujourd'hui, on a une belle entrevue avec vous, M. Rémy. Oui, merci. Donc, ce sont souvent les aînés qui nous appellent, qui ont lu l'article ou qui ont eu vent de ce beau projet intergé. Et qui se disent, j'ai de la place à la maison, j'aimerais ça accueillir un jeune. J'aimerais accueillir un jeune pour la période scolaire, afin de partager mon quotidien et de vivre une expérience humaine, en fait. Bien sûr. Est-ce que ces gens-là seront dédommagés d'une certaine façon? Oui, en fait. Compensés, oui. Oui, en fait, un montant de 250 à 300 sera versé par le jeune mensuellement pendant toute la durée du... Et ça n'inclut pas, bien sûr, les repas ou... Non. C'est en fait... C'est un hébergement, déjà, de base. En fait, on parle d'un projet pilote. Dans le cadre du projet de cohabitation appartenance, on parle d'un projet pilote. Donc, on ne peut pas demander 500 Bien sûr. On demande 250 à 300. C'est une somme modique, mais en fait, pour la personne, c'est aussi un supplément d'argent mensuel. Et c'est surtout un échange entre ces générations-là. Oui, puis le jeune, comme on le dit un petit peu plus tôt. D'entraide, solidarité, exactement. Rentrer les commissions, aller faire peut-être déneiger l'entrée, ainsi de suite. Faire de la lecture, partager des coups de cœur. Est-ce que vous en cherchez encore des personnes âgées pour accueillir des jeunes? Oui, nous cherchons toujours des personnes âgées, des personnes aînées et retraités actifs. Toujours pour le printemps, en fait. Donc, il y aura des jumelages, mais donc, je lance un appel. Bon, bien moi, j'ai un numéro de téléphone ici. Est-ce que c'est là qu'on doit appeler? 450-575-4433? Ou je préférais qu'on m'appelle directement. Ben, allons-y, oui. Oui, mon numéro de téléphone est le 514-240-2180. 514-240-2180. En fait, il s'agit de... En fait, c'est mon téléphone perso. Perso, OK. On peut m'appeler en tout temps. Je pourrai répondre à toutes vos questions, toujours en lien avec ce beau projet intergé qui a été mis de l'avant grâce à un partenariat, je tiens à le préciser, avec la table régionale de concertation de Laval, Mme Corinne Favier étant la directrice générale. Bon, ben voilà, le crédit est donné à tout le monde. 514-240-2180. Mon nom est Julie Perrotte, agent de développement et aussi chargée de projet de ce beau projet intergé. Je veux que vous reveniez pour nous en parler un petit peu plus loin, OK? Oui, quand ça va être plus enclenché. Oui, au printemps peut-être, ou à l'automne. Mais assurément, donc, il y aura les jumelages ce printemps. Et à l'automne, il y aura d'autres beaux projets. Un comité intergé qu'on souhaite mettre sur pied avec les étudiants de niveau collégial. Je vais vous parler de la Maison des grands-parents éventuellement. Oui. Julie Perrotte de la Maison des grands-parents, merci. Merci, au plaisir. La journée manchante est une idée lancée pour célébrer et partager la joie par la chanson. La 12e édition de la journée manchante aura lieu le 6 février prochain et nous recevons Ginette Robin,
qui a participé à plusieurs reprises au projet. Bonjour, Madame Robin. Oui, ça bonjour, fait plaisir de Amélie. vous recevoir. Très bien, bien, moi aussi, ça fait plaisir, merci. Vous êtes toute lumineuse et pleine d'amour. Ah, donc... mais il y a de quoi, hein, quand on chante, hein, je pense que ça met de l'entrain, de la vie, et puis la santé aussi. Parce Tout à fait, tout à fait. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'événement exactement? Alors, c'est un projet hein, qui est né en 2005 et c'est Julie Lecourt, une femme dynamique, qui a voulu faire la différence dans la vie des gens et par le scoutisme, elle avait déjà, beaucoup expérimenté que le chant, comment c'était, ça l'animait elle-même et ça animait tout le monde autour. Et qu'elle a dit, bien, pourquoi pas faire en sorte que tout le monde, cette journée-là, c'est une fois par année, et Une seule journée, que cette journée-là, on puisse créer une bulle de lumière, d'amour et de joie autour de la planète. Imaginez son rêve, il est peut-être fabuleux, mais il est réalisable. Parce qu'à date, depuis 2005, parce qu'on est à la 12e édition cette année, bien, depuis 2005, il y a eu 14 000 personnes enchanteurs et enchantés. Parce qu'on a des enchanteurs. Les enchantés, ce sont les personnes avec qui on va chanter. Oui, avec qui on va chanter. Alors, il ne s'agit pas d'un spectacle, il s'agit d'aller tout simplement spontanément aller chanter avec les gens et avec du matériel qu'on a préparé. C'est comme une réunion de famille, puis on chante tout le monde ensemble, on s'amuse. Tout simplement. Avec des chansons un peu dans leur temps. De leur temps. Et puis, un cahier qu'on crée nous-mêmes à partir du matériel, qu'un site où les personnes vont sur le site et créent eux-mêmes leur propre matériel. Ça peut sembler utopique, mais c'est vrai, par contre, que c'est très contagieux. Hein. Ça répand l'amour et puis c'est exponentiel. Ah, ça, c'est évident, c'est évident. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, comme je vous dis, depuis 2005, moi, là, cette journée-là, je ne la manque pas. C'est toujours le premier samedi de février chaque année. Alors, là, vous étiez là à la première édition? Oui, tout à fait. Oui, Et qu'est-ce qui vous avait poussé à embarquer là-dedans? Ben, moi, la chanson, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis chanter, ça met des rires, des sourires sur... Puis j'adore les personnes âgées. Alors, je me dis, mais pourquoi pas offrir ça? C'est ce que j'ai comme... Pourquoi pas répandre du bonheur? Ben oui. Parce que c'est vrai, les gens, des fois, ils veulent faire la différence, ils veulent s'impliquer dans du bénévolat ou quelque chose, mais ils savent pas trop quoi faire, comment s'y prendre. Et ça, c'est une belle activité, puis c'est le fun, chanter. Oui, puis on se sent utile. Les gens qui me disent, cette journée-là, là, ça fait autant de bien à celui qui l'enchanteur que l'enchanté. Et puis, comment ça fonctionne? Faut se faire un petit groupe? Oui, c'est ça. Alors, il y a 4 étapes. Alors, la première, c'est qu'on forme un petit groupe, 3 à 10 personnes. Pas besoin d'être plus. Ça peut être 3 membres d'une même famille. Notre ça peut être gang des amis, des collègues de travail. Et puis, on réserve un endroit pour aller chanter. Et il faut appeler. Souvent, c'est la responsable du lieu, l'animatrice des loisirs du lieu. Julie Lecourt. Non, on n'appelle pas Julie Lecourt. Non. Okay. On est autonome là-dedans. On va appeler Julie Lecourt, on va s'inscrire. Faut s'inscrire. Puis notre groupe, on l'inscrit, bien sûr. Mais on trouve nous-mêmes l'endroit où on va aller chanter. C'est ça. Okay. Et puis des fois, c'est des personnes de notre famille qui sont dans un centre d'accueil ou une résidence. Et puis, on peut choisir cette résidence-là, puis en même temps, on profite de rassembler autour de notre tante ou de notre mère, de notre père, un oncle. Hein. Il y en a beaucoup d'aînés à Laval. Hein. Et beaucoup de personnes qui sont seules. Oui. C'est pour vraiment combattre la solitude, la tristesse ou la maladie. On peut aller même dans les hôpitaux. C'est ça, pas juste des personnes âgées. Non, ça pourrait être... malades. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, la première étape, on forme notre groupe. La deuxième, on va chercher une résidence qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et puis, la troisième, on va aller créer notre livret de chansons. Alors, là, on monte nous-mêmes un répertoire? On monte nous-mêmes. Alors, c'est un site là, qu'on va donner à tout le monde aujourd'hui, là, parce que c'est journéejoie.org. Journéejoie.org, c'est ça. On peut... Et là-dedans, on trouve tout le matériel. Il y a 150 chansons. On choisit les chansons qu'on connaît, qu'on aime chanter. Et tout simplement, on relit ça. On en donne des copies. On en fait quelques copies pour distribuer. Et on chante avec les gens. Alors, on participe et les gens participent, chantent avec nous. C'est pas un spectacle qu'on donne. C'est pour ça que c'est pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir des talents de chanteur. Non, même pas de micro. Des fois, il y a des résidences, pas de micro. On va chanter là a cappella, comme ça. On donne la main aux gens. On est
on est là simplement, mais avec toute la joie. Mais c'est cette joie-là qu'on veut répandre ce jour-là. Mais on dit ce jour-là, mais ça pourrait être d'autres jours de l'année, c'est sûr. Si ça vous tente de le faire d'autres journées, laissez-vous aller. Absolument, c'est ça. Alors, les 4 étapes. Alors, c'est ça, le groupe qu'on forme, l'inscription qui est gratuite, auprès du site. Oui. Hein? Et puis, le cahier, et puis on a tout le matériel, on a dans le cahier, et l'inscription. Ben, c'est ça, c'est les 4 Ça doit étapes. pas être difficile de trouver une place où on peut aller chanter. Mais J'imagine non, qu'ils sont mais non. ouverts à cette journée-là. Oui, tout à fait. Puis on la fait connaître. On distribue des petits cartons là, qu'on imprime. Et puis on se fait connaître comme ça. Chaque année, bien, ils veulent nous revoir. C'est sûr que... Alors, c'est pour ça que Laval, il faut en avoir des enchanteurs pour répandre cette joie-là au-dessus de Laval, de Québec. Alors, c'est un projet international même aujourd'hui. Oui, c'est partout dans le Québec, pays. toutes les régions, mais aussi en Italie, en France, en Belgique. On a même au Costa Rica un groupe qui s'est formé. En Ontario, on va essayer d'en former en anglais, avec des chansons en anglais. En tout cas, ça a un bel avenir et puis il faut encourager ça, ces journées. Donc, pas besoin d'avoir des talents de chanteur pour être un enchanteur, mais disons, il faut que la voix agresse pas trop, sinon là, les enchantés ne seront pas très enchantés. Oui, mais c'est surprenant comment est-ce que les personnes elles-mêmes, on les encourage à chanter, mais on les entend. Si on a un micro, des fois, on leur passe le micro. C'est même arrivé que des personnes âgées sont allées chercher leur instrument de musique dans une résidence. Un monsieur est arrivé chercher son violon, ou madame se met au piano, et on danse même. Alors, c'est pour ça c'est une fête de famille, puis c'est spontané. Alors, écoutez, c'était pas manqué. C'est une super belle initiative. Donc, journéejoie.org pour s'inscrire. Et si vous voulez communiquer avec la directrice du projet, Julie Lecourt, journéejoie@gmail.com. Merci beaucoup. C'est super beau, ça. Merci, Amélie. À moins d'être de descendance amérindienne, nos ancêtres ont tous immigré ici au Québec s'il y a de cela des centaines d'années, des décennies ou quelques années à peine. Là où il y a le problème, ce sont les nouveaux arrivants, justement pour qu'ils s'intègrent beaucoup mieux dans notre société. Il y a le Centre Lavallois d'intégration et de cohésion sociale et pour nous en parler, nous avons M. Léo Chassao et M. Patrick Ramsey, qui sont justement du CLICS, qu'on appelle ça. Oui. Bonjour Léo, bonjour Patrick. Merci beaucoup. Bienvenue. Écoutez, votre centre n'existe, votre organisme n'existe que depuis juin de l'année dernière, et pourtant, ça fait longtemps qu'il y a des migrations ici à Laval. Qu'est-ce que vous amenez de plus, justement, à cette clientèle-là? Merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir parler du Centre Lavallois pour l'intégration et la cohésion sociale. Effectivement, l'immigration est une histoire quand même qui n'est pas récente à Laval. Par contre, nous avons jugé utile de pouvoir apporter un élément nouveau, le service de proximité pour les personnes qui immigrent au nord de la 440, parce qu'il n'y avait pas un service de proximité à ce niveau-là. Donc nous avons étudié le terrain et puis nous avons jugé utile de pouvoir apporter un élément nouveau à cette clientèle installée dans cette région de Laval. Parce qu'il y en a de plus en plus, j'imagine, c'est ça? Oui, effectivement. Nous, justement, on se spécialise dans la région de Ville-Montreuil. Moi, je suis né dans le quartier, je réside dans le quartier. Je peux vous dire que j'ai vu une certaine évolution dans le tissu social de la région. Puis je pense que c'était important justement qu'on puisse s'impliquer avec l'aide de toute la communauté ensemble, à aider à l'aide d'un service de proximité aux gens de vraiment s'intégrer et de pouvoir harmoniser, si on veut, la société lavalloise en tant que telle. Bon, est-ce que vous êtes né ici, vous? Moi, je ne suis pas né ici. Non, moi, okay. Je suis né en Afrique. Bon, vous êtes né en Afrique. Quel pays? Moi, je suis du Togo. Du Togo. Donc, vous êtes à même de bien comprendre les difficultés qu'on peut vivre une fois qu'on arrive dans un territoire comme celui du Québec. C'est quoi les difficultés que les nouveaux arrivants trouvent ici? Au niveau du CLIC, nous n'appelons pas ça des difficultés. Nous appelons ça des défis à relever. J'aime bien. Mais oui. J'aime bien. Oui, parce que l'immigration est toute une entreprise qu'on initie et quand on arrive, on a un potentiel.
Quand on prend un individu, nous, au niveau du CLIS, nous parlons plus du potentiel que chacun a. Il y a une phase dans laquelle il y a des défis à relever, et c'est à ce point que nous voulons aider les gens à pouvoir assumer cette période, mais tout en mettant la phase sur le potentiel que la personne a pour son épanouissement personnel et sa contribution dans le milieu qu'il a reçu. Il y a des difficultés au niveau économique, on le sait, parce qu'on repart presque de zéro, et aussi, j'imagine, psychologique. On perd toute sa famille, sa culture, pour aller vivre dans un autre pays. Qu'est-ce que vous voyez, justement, comme service à offrir à ces gens qui, justement, ont décidé de venir ici? C'est ça. Au niveau de l'intégration socio-économique, nous, on veut vraiment aider les gens, justement, à essayer de se trouver un emploi, qu'ils puissent avoir une certaine stabilité financière. Déjà là, ça, c'est fait une des parties de l'intégration. Au niveau personnel aussi, c'est sûr, il y a tout le temps la question de choc culturel aussi qu'il faut être là. Donc, nous, à ce niveau-là, on essaie vraiment de jumeler les cultures pour les ramener ensemble. On ne veut pas que les gens soient séparés ou forment des blocs distincts. On peut comprendre que les gens ont souvent tendance à se rassembler entre eux, ce qui est totalement normal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi d'aider les Québécois et les nouveaux arrivants à s'intégrer ensemble puis à former le néo-québécois, si on veut s'exprimer ainsi. L'immigration, on connaît ça depuis bien des années, même les années 40, quand c'était les Italiens, et ainsi de suite, avec Expo 67 et ainsi de suite. Un des problèmes qui subsistent dans notre société québécoise, c'est les équivalences de professionnels. C'est-à-dire que si quelqu'un avait un métier dans un pays, et s'il arrive ici, il n'a pas nécessairement les mêmes qualifications. Enfin, on ne lui reconnaît pas ces qualifications-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, avec le Centre d'intégration et de cohésion sociale? OK. Nous avons mis l'emphase au niveau du CLIS sur 4 niveaux où on intervient. L'emploi, l'entrepreneuriat, l'implication et l'innovation sociale. Au niveau de l'emploi, c'est là où le problème se pose, me référant à la question que vous venez de poser, sur la reconnaissance des diplômes. C'est tout un problème qui est au-delà même de Laval, au-delà du Québec. C'est un peu comme dans l'ensemble avec les ordres professionnels qui ont leurs règles. Bien sûr. Et quand quelqu'un arrive, il a déjà une expérience, parce que il faut mettre la différence entre les réfugiés et les immigrants reçus qui sont acceptés sur la base d'une certaine reconnaissance des acquis. Ça se fait ailleurs, tout le processus se fait ailleurs, mais quand les gens arrivent ici, il y a un dysfonctionnement. C'est un peu comme au niveau du ministère qui a accepté, il y a 2 groupes qui ne se parlent pas. Donc, on peut dire que depuis les 5 dernières années, le gouvernement essaye de s'approcher un peu plus. Des efforts qui sont faits. Des efforts qui sont faits. Sauf que ce n'est pas encore ça. Quelqu'un qui est dans la nécessité, qui veut travailler et qui est bloqué par le fait que son diplôme n'est pas reconnu, alors que 3 mois ou 1 an avant, on lui avait dit que c'était ce qu'il fallait pour intégrer, il y a immigrer ici, il y a un problème qui se pose quelque part. Mais généralement, il y a des gens qui acceptent de retourner à l'école et acquérir les compétences nécessaires et puis pouvoir trouver de l'emploi. Qui fait affaire avec le CLICS? C'est n'importe qui, toute la population est bienvenue. C'est sûr que nous, on aime bien essayer... on est aussi un service d'écoute, un service d'entraide en première ligne. On aide à référer les personnes qui viennent à nous, souvent des personnes issues de l'immigration, mais aussi on a pour objectif de faire des activités avec les Québécois qui sont là depuis plus longtemps et avec les nouveaux arrivants aussi, justement. Sinon, les immigrants, les Québécois, tout le monde est le bienvenu. On aime ça pouvoir partager ensemble et pouvoir s'entraider entre nous. Un des murs entre les cultures, c'est souvent la religion, on s'en aperçoit. Comment faites-vous justement pour atténuer ce mur-là ou qu'il n'y ait justement plus ce mur-là? Mais en réalité, on est devant à la télé, mais je ne veux pas lancer une flèche à la télé. C'est beaucoup plus peut-être au niveau du visage médiatique que parfois on parle de la confrontation entre les gens. Dans la société, quand nous on fait les activités, il y a tout le monde qui est là. Des Québécois de souche, des personnes qui sont voilées, qui ne sont pas voilées, des musulmans qui sont pour, qui ne sont pas... Donc tout le monde vient et tout le monde s'exprime. Je peux vous donner l'exemple, le 20 novembre passé, on a fait une activité au Carrefour des entrepreneurs. Quand on regarde dans la salle, c'est les gens de toute origine. C'était pour soutenir la motivation entrepreneuriale des populations issues de l'immigration.
à ce niveau, tout le monde a à cœur de pouvoir contribuer à la vitalité de Laval. Donc, je ne vais pas regarder si vous êtes voilé ou vous n'êtes pas voilé. Non, nous, quand on travaille, bien sûr, les gens expriment ce qu'ils ressentent, les malaises. Mais généralement, les gens n'ont pas l'occasion de se parler avant de sortir l'étiquette sur tel ou tel autre. Je pense justement que le problème est plus justement au niveau de la communication entre les différentes cultures et les différentes religions. Notre objectif, nous, c'est justement de rassembler toute cette population-là ensemble, leur permettre de les mettre dans des contextes amusants, des contextes divertissants. D'échange, justement, comme ça, ils peuvent communiquer, ils peuvent apprendre à se connaître et en même temps, ils peuvent apprendre à partager chacun et l'autre la culture. Ouais, n'oublions pas que de la méconnaissance naît la méfiance. La méfiance, oui, Exactement. Merci. OK. Donc, le Centre Lavallois pour l'intégration et la cohésion sociale, ce qu'on appelle le CLIC, c'est situé au 1904 rue Delorme à Laval. Les services, c'est gratuit, j'imagine? Là, c'est l'adresse de correspondance. Pour le moment, au niveau de nos services, nous recevons les gens tous les lundis à l'intérieur de la bibliothèque Laure Conan, qui est située au 4660 sur le boulevard des Laurentides. OK. Mais sinon, je vais donner le numéro de téléphone, c'est correct? Ben, c'est parfait, oui. 514-261-1187, c'est bien ça? Oui. Si on cherche d'autres détails, sinon, il y a la page Facebook. C'est parfait. OK. Et nous avons un service d'information et de référence par téléphone. C'est au 438-808-9242. Les gens appellent, ils s'expriment, ils laissent leur message sur ce numéro et un intervenant et une autre intervenante rappellent pour fixer un autre rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup de travail à venir pour les prochaines années, puis possiblement pour les très bonnes raisons. Alors, merci Léo. Merci Patrick. Merci. Plaisir Merci beaucoup. de vous revoir. Merci C'était beaucoup. les gens du CLICS. Et puis, nous invitons la population à venir nous rencontrer à l'intérieur de la bibliothèque Laure Conan, au 4660 boulevard des Laurentides. Centre Lavallois d'intégration et de cohésion sociale. On l'a dit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises du Club Rotary, une association de plus d'1 million de membres dans le monde dont la devise est « Servir d'abord ». Nous recevons aujourd'hui Manon Lennon du Club Rotary Laval-Rive-Nord pour nous parler de la campagne de financement Objectif Zénith. Bonjour, Madame Lennon. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, ça nous fait plaisir. C'est pour une bonne cause en plus, l'Objectif Zénith. Mais juste avant, vous êtes présidente des relations publiques du Club Rotary Laval-Rive-Nord. C'est bien ça, mais vous êtes aussi impliquée dans le club à Montréal. Bien, tous les membres sont impliqués dans leur club. Puis nous, on a parrainé le premier club Rotary d'origine haïtienne en Amérique du Nord qui se rencontre, ça s'appelle le Club Rotary de l'Est de Montréal. Il se rencontre à Montréal-Nord. Tous les clubs sont là pour s'entraider, de toute façon, je présume. Oui. Donc, Objectif Zénith, c'est une campagne de financement pour soutenir les organismes lavallois dans leurs activités. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la campagne? Bien, c'est que nous, en tant que membres d'un petit club, faire un tirage, c'est beaucoup d'organisations et tout ça. Fait qu'on est très, très content que la Ville de Laval organise la campagne de financement Objectif Zénith, puis elle permet à des organismes comme le nôtre de vendre des billets. Et puis, 90 de ce qu'on a vendu nous revient pour financer un projet de notre choix. Donc, on est allé à la Ville chercher des billets, on les vend, et puis les recettes de notre fruit, de notre travail, on va le donner au Centre de bénévolat Moisson Laval, spécifiquement pour qu'ils achètent de la nourriture pour les collations, leur programme de collation dans les écoles de Laval. C'est très bien parce que moi, je pensais que justement, c'était pour ramasser des fonds pour votre propre organisme, mais non, vous donnez au suivant. Oui, bien, la Ville organise le tirage. Nous, on va chercher des billets et ça doit servir à un projet. Et C'est pas pour financer nos organismes, c'est pour un projet. Et pour ceux qui voudraient acheter des billets, ils vous contactent directement? Ils m'appellent. C'est 2 par billet. 2 du billet. Et un livret de 15 billets. OK. Fait que c'est 30 Puis chaque personne qui vend un livret, elle peut participer à un autre tirage. Et il y a des prix aussi, là. Oui, il y a des beaux prix. 25 000 en prix. Oui. Il faut aller sur le site de la Ville.
Objectif Zénith, vous allez voir tous les prix, tous les règlements, tous les organismes qui participent. Et si on veut vous en acheter directement, je peux donner votre numéro de téléphone. C'est oui. le 514-862-2392. Donc, 2 par billet pour une bonne cause en plus, ça vaut la peine. Ouais. Parlons maintenant du projet Haïti. Ah, c'est que, vous savez, en Haïti, en 2010, il y a eu un gros tremblement de terre, puis les gens ont de la misère À reprendre le dessus. reprendre le dessus. Fait qu'avec le Club de l'Est de Montréal, qui est majoritairement originaire d'Haïti, et nous, on a décidé de tabler sur un projet pour envoyer des gens donner de la formation. Donc, si quelqu'un veut aller en Haïti, donner de la formation, c'est surtout dans des domaines reliés aux affaires. Donc, ce serait plus des entrepreneurs que vous cherchez. Comme moi, je pensais y aller donner un cours sur un logiciel comptable. OK, ça peut être dans divers domaines, pas juste directement comment fonder une compagnie ou... Parce qu'être en entreprise, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Puis, dépendamment de l'entreprise, il y a encore plus d'aspects. Donc, on reçoit les candidatures, ceux qui seraient intéressés à y aller. Et puis, là-bas, les universités nous ouvrent leurs portes, nous disent leurs besoins. Nous, on va essayer de répondre aux besoins. Fait qu'en ce moment, on est en recherche de candidatures pour des gens qui aimeraient aller donner de la formation en Haïti, fort probablement durant l'été. Et c'est bénévolement? Comment ça fonctionne? Oui, c'est bénévolement. Mais j'imagine que Puis là, vous on êtes... veut demander une subvention à la Fondation Rotary. Si on l'a, je pense que ça couvre les frais de voyage. OK. Puis souvent, c'est les clubs Rotary là-bas qui nous hébergent, Et qui nous reçoivent. Pour les gens qui sont intéressés, Ils comment m'appellent. ça fonctionne? On vous appelle encore, Madame Lennon, 514-862-2392. C'est ça. Vous êtes vraiment la personne ressource pour tous les domaines et vous organisez un souper spaghetti aussi. J'espère que ça va être une journée spaghetti. Journée spaghetti. Oui, avec le relais communautaire de Laval. Parce que le relais, c'est un organisme qu'on aide depuis la création du club en 2010-11. Ils ont une grande salle, puis ils ont une cuisine. Fait qu'on va faire le spaghetti sur place. C'est en partenariat avec les Chevaliers de Colomb de Sainte-Dorothée, parce qu'ils ont déjà de la sauce à spaghetti. Ils font de la sauce à spaghetti. Et ils ont aussi leur fameux gâteau aux fruits. Donc, ensemble, les trois, on va organiser une journée spaghetti. Les gens peuvent m'appeler aussi pour avoir plus de détails, parce qu'on est en train de tabler sur les spécifications, là. Excellent. Et juste pour revenir en terminant, avec Objectif Zénith, ça finit très bientôt. Là. Donc, c'est là maintenant qu'il faut acheter les billets. Oui. C'est jusqu'au 8 février. 1er 8 février, là, on ne peut plus vendre de billets après. Excellent. Mais merci beaucoup. Et longue vie à Club Rotary. Oui, puis en passant, le Rotary, là, on travaille toujours pour éliminer la polio. On a quasiment réussi. Le site, c'est endpolio.org. Merci beaucoup, Madame Lennon. Merci. Notre prochaine invitée est organisatrice d'un spectacle bénéfice qui viendra en aide à 4 familles réfugiées syriennes qui arriveront bientôt à Laval. Elle a pour nom Anne-Marie Doucet. Merci d'être ici à Laval et compagnie. Merci de me recevoir. Qui a eu l'idée de faire ce beau spectacle bénéfice? Moi-même. Vous-même. Mais est-ce que vous avez un lien avec ces familles réfugiées? Oui, c'est ça. C'est des voisins qui habitent vraiment près de chez nous. Ma fille est devenue amie avec leur enfant et c'est une famille qui est établie au Québec depuis une dizaine d'années. Famille syrienne, bien sûr. Oui. OK. Puis qui souhaite, dans le fond, faire venir de la famille qui est en partie encore en Syrie et au Liban, qui ont été réfugiés là, à Beyrouth. Et vous avez, écoutez, une pléiade d'artistes pour ce spectacle-là. Oui. Je ne sais pas si vous en aviez organisé d'autres, mais celui-là est assez impressionnant. C'est mon premier. Bien, bravo. Bravo. C'est impressionnant le nombre d'artistes que vous avez réussi à rejoindre pour ce premier spectacle. Beaucoup de numéros de cirque, puis aussi de l'orchestre symphonique de curé Antoine Labelle, n'est-ce pas? Oui, donc c'est ça. Il y a Catherine Gagné, qui est la chef d'orchestre, qui va présenter environ
4 pièces avec son orchestre. Donc, c'est 60 étudiants qui sont présents à l'école Curie-Antoine Labelle qui vont joindre à l'aventure. Êtes-vous issu du monde du cirque? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Donc, c'est ça, c'est par la famille, avec mon beau-frère Guillaume Saladin, qui a réuni, là, dans le fond, plusieurs Tous ces artistes numéros-là. de cirque. Donc, les 7 doigts de la main, Art Cirque, plusieurs autres artistes. Ouais. Bon, vous dites, tous les fonds amassés serviront à faire venir 4 familles réfugiées au Québec. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Parce que ça ne coûte rien faire venir les familles ici, non? C'est ça, bien, c'est parce que on souhaite, dans le fond, recueillir ces fonds-là pour parrainer à travers l'Église orthodoxe syrienne de Montréal. Donc, c'est acheter des choses de nécessité, c'est tout ça? Non, c'est Même pour... une partie des fonds vont servir, dans le fond, à l'analyse des dossiers, donc au niveau administratif. Puis, il y a une partie du montant, donc un 3 000 $ qui va servir à d'autres réfugiés syriens, donc pour parrainer, dans le fond, en dehors de ces 4 familles-là. Donc, d'avoir déjà ouais. un fonds pour aider fonds, Est-ce qu'il y en aura pour des gens d'autres qui n'ont pas de famille, c'est ça. Bien sûr. Pourquoi est-ce que cette cause-là vous interpelle, Anne-Marie? J'ai déjà fait partie du collectif Échec à la guerre il y a longtemps, plus en 2003, lors de la guerre en Irak. Je sais pas, je me mets à la place de ces gens-là, puis je me dis que j'aimerais qu'il y ait des gens étrangers complètement qui me connaissent pas, qui aident mes enfants à me sortir d'une situation qui est intenable. Donc, pour moi, c'est important de venir en aide à autrui. C'est par altruisme, mais aussi parce que je me suis attachée à cette famille-là, puis je souhaite leur venir en aide. Donc, on a rempli tous les formulaires, on a contacté les Nations unies et tout, on a fait tout le travail au niveau administratif pour qu'ils puissent venir. Puis, on avait un problème d'argent, donc c'est pour ça que j'ai pensé à créer ce spectacle bénéfice-là. Mais donc, il y a plusieurs objectifs, dans le fond, au spectacle. Le premier, évidemment, c'est de ramasser les fonds pour faire venir ces familles-là. Le deuxième aussi, c'est pour offrir, dans le fond, une opportunité à des gens qui avaient un autre genre de travail dans leur pays. Puis quand ils sont arrivés au Canada, ils deviennent... je ne sais pas, chauffeurs de taxi, gardiens de sécurité, d'autres types d'emplois, de renouer, dans le fond, avec leur métier qu'ils exerçaient avant. Donc, on a Gaëz Garibé, dans le fond, qui est un artiste... qui est un comédien. Qui est un comédien, c'est ça, puis qui était metteur en scène. Donc, il est issu du milieu du théâtre, puis qui ne fait plus ce travail-là depuis qu'il est déménagé au Canada. Donc, c'est une opportunité pour lui de remonter sur les planches puis de faire ce qu'il aime. Donc, pour moi, c'est important aussi. Donc, ça a double utilité. Oui, c'est ça. On va avoir un joueur de oud aussi. On appelle ça un... Oui, je me suis demandé c'était quoi, ça, un oud? Oui, c'est un luth, mais à 12 cordes. Donc, c'est un instrument traditionnel de Syrie. Donc, ce monsieur-là, Bachar Akil, va monter sur scène pour jouer de l'instrument puis accompagner Gaëz Garibé. Alors, on sait à quelle heure ça commence. On ne sait peut-être pas nécessairement à quelle heure c'est fini. Oui, bien, on a une programmation pour être 1h30, 2h. Oui, c'est ça. Donc, 19h à 21h. Et ça va avoir lieu, donc, spectacle bénéfice pour la Syrie le lundi 8 février. Je vous rappelle, 19h à 21h à la salle Claude Potvin de l'école secondaire Curie-Antoine Labelle. C'est au 216 boulevard Marc-Aurèle Fortin. Les billets sont à 15 $. Tout l'argent amassé, parce que personne n'est payé là-dedans, je Non, tout est entièrement... Okay. C'est des bénévoles qui viennent, les artistes invités aussi. Et si on cherche à acheter des billets en ligne, je vous le dis tout de suite, c'est Eventbrite, donc EVENBRITE.ca. Vous tapez dans le moteur de recherche le mot Syrie, ça va vous donner le spectacle, justement, Syrie pour le Québec. Et c'est là que vous allez avoir tous les détails. En date d'hier, parce que là, on est aujourd'hui le 18 janvier au moment où on enregistre cette émission. Vous aviez 255 billets de vendus. Vous en voulez combien? Bien, il y a 527 places. 527 places. Fait qu'on est à moitié chemin ou à peu près de ce spectacle-là. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez à ces familles qui vont bientôt arriver? Elles sont ici dans quoi? Dans quelques jours, quelques semaines? On les attend pour le mois d'avril. Ah, quand même? Oui. OK. Ouais. Alors, le temps que le processus se fasse. Alors... De bien s'adapter, de reprendre le plus une vie normale. C'est des gens qui étaient entrepreneurs dans leur milieu, dans le domaine de la coiffure, du spa et tout. Donc, c'est vraiment pour eux de reprendre une vie normale, d'apprendre le français, de s'intégrer, de fréquenter l'école. Donc, il y a 8 enfants, ça fait plusieurs mois qu'ils ne fréquentent plus l'école. Donc, de se refaire une vie, finalement. Et de devenir un plus à notre société. Ah, absolument. Oui, c'est ça. C'est des entrepreneurs. Moi, je pense absolument, ils peuvent contribuer. Merci Anne-Marie Doucet de vous être impliquée. Oui. Alors, ne manquez pas ce spectacle. Lundi 8 février, 19h à 21h. Au revoir. On
On a beaucoup entendu parler du film Le Revenant avec Leonardo DiCaprio, qui vient d'ailleurs de remporter le Golden Globe pour sa performance dans ce film, souvent représentatif des gagnants aux Academy Awards. Est-ce que ça serait enfin la chance de Leonardo DiCaprio de remporter l'Oscar? Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Ça serait son moment, enfin. Tant Oui, attendu. ça serait son moment. Et ce film-là, Le Revenant, écoute, il est quand même... J'ai trouvé ça extrêmement long. C'est 156 minutes. Est-ce que ça aurait pu être plus court? Moi, je pense que oui, mais quand même, c'est très bien pour ce que c'est. Mais j'aurais bien apprécié avoir peut-être une version... S'il aurait pu avoir une version de 2 heures, ça aurait été très bien aussi. Parce que l'histoire, elle est quand même assez simple. Ça se passe en 1823. C'est une expédition. Et puis, c'est le personnage que Leonardo DiCaprio interprète. C'est une espèce de guide. Et puis, il y a son garçon avec lui. Puis, il y a des chasseurs. Et là, finalement, Leonardo DiCaprio se fait attaquer par un grizzly. Et là, on pense qu'il va mourir. Il se fait je pense, arracher les cordes vocales. Il se fait complètement massacrer. Et c'est tellement violent, cette scène-là, parce que c'est vraiment montré comme... Très graphique. Très graphique. C'est montré en un plan, si je me rappelle bien. Et pour, mettons, reproduire le grizzly, ils ont pris des câbles. Ils ont tiré Leonardo avec des câbles. Et puis, bon, c'est sûr qu'à l'écran, les câbles ont disparu pour laisser place au grizzly, mais quand même, c'est extrêmement bien fait. Et je pense que c'est le seul moment où il y a eu des effets spéciaux pour le film, parce que le réalisateur Alejandro González Iñárritu, lui, il voulait utiliser le moins de trucs possible pour venir jouer avec l'image. Donc, Ça soit pas très d'éclairage, c'est ça, l'éclairage naturel, pas d'effets spéciaux. Il voulait surtout pas reproduire quoi que ce soit d'autre que le grizzly, mettons, en studio. C'était pas possible pour lui de tourner un film comme ça en studio, même si les conditions auraient été meilleures. Et pour venir à l'histoire, eh bien, on est persuadé que le personnage que DiCaprio interprète va mourir très bientôt. Et vu que le chef de l'expédition, il aime bien, il l'a beaucoup aidé, bon, il décide il demande à 2 de ses hommes de rester là, juste en attendant qu'il meure pour l'enterrer. Et parmi, bien ceux qui sont là, il y a aussi son garçon. Et dans le fond, le salaud du film, qui est interprété par Tom Hardy, qui est excellent dans son rôle, puis qui est nominé aux Oscars, justement, comme pour rôle de soutien, eh bien, lui, il veut que les choses aient un petit peu plus vite. Ça fait que, bon, il essaie de tuer DiCaprio. Son garçon le voit, là, il panique, il sait pas quoi faire, tue son garçon. Et là, finalement, ce qui se passe, c'est que le personnage que DiCaprio interprète n'est pas mort. Il va se relever, il est seul dans la nature. Et son but à lui, il a vu son fils mourir devant lui, c'est de retrouver le salaud qui lui a fait ça pour se venger. C'est un film de vendetta. Exactement. C'est un film de vengeance. C'est quand même assez simple comme histoire. Là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à comprendre, en dehors du fait que pendant le reste du film, il essaie de survivre et de trouver le personnage que Tom Hardy interprète. Et ce qui est particulier de ce film-là, c'est que le réalisateur, qui est en nomination aux Oscars comme meilleur réalisateur, qui a remporté le score pour Birdman l'année passée, lui, justement, il voulait que ce soit réaliste, vraiment extrêmement réaliste. Et lui, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, il n'y avait aucune façon de tricher, même au niveau des conditions du tournage. Donc, c'était horrible, apparemment. C'était monstrueux. Ont été congédiés ou ont démissionné, même. Oui, congédiés, démissionnés. Écoute, c'était l'enfer sur Terre. DiCaprio a trouvé que c'est une des choses les plus difficiles de sa carrière. Et moi, avant de voir le film, je m'étais renseigné sur l'histoire. Et quand j'ai vu ce film-là, je sais pas de quelle manière je l'aurais vu si j'aurais pas su toutes les horreurs en parenthèse qui s'étaient passées pendant le tournage, parce que tu regardes ça, puis quand tu le sais, ça ressemble plus à un Jackass que d'autres choses. Tu sais, Jackass, qui était même pas game de faire quelque chose d'absolument horrible, bien, DiCaprio, il a eu son bagage de choses horribles. Il n'y a pas beaucoup de trucage, là. C'était vraiment vrai. DiCaprio, il est végétarien. Bien, il a mangé un foie de bison cru. OK, pour les besoins du tournage, mais quand même moi, je le ferais pas, puis je suis pas végétarien. Mais c'est spécial qu'ils ont vraiment pris le vrai foie de bison cru. Bien, c'est pour qu'il soit dans son personnage. Écoute, il a appris 2 langues amérindiennes, si je me rappelle bien, pour vraiment rentrer dans son personnage. Il a dormi pour de vrai dans une carcasse d'animal, ce qui est absolument horrible. Pour ceux qui ont vu le film, à un certain moment, il est pris, il fait froid, il est seul, il y a un cheval mort devant lui qui vient juste de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il l'ouvre, il le vide, il rentre dedans, et voilà, il est au chaud pour la nuit. Mais Nicolas, pour une couple de millions, le ferais-tu, toi?
Peut-être, pas à jeun, OK? Pas à jeun. Moi, je suis végétarienne, puis je le mangerais ton foie de bison cru pour 20-30 millions. Aucun problème avec ça. Et juste, il faisait tellement froid. Quand on voit que le personnage de DiCaprio a froid ou il a mal, la plupart du temps, c'était vrai. On s'entend, il ne s'est pas vraiment blessé pour les besoins du tournage. Mais tu sais, à un moment donné, quand ça fait des jours et des jours que tu es dans des conditions absolument horribles, il fait froid dehors, tu es à moitié tout nu dans certaines scènes. À un moment donné, il faut que tu plonges dans l'eau. C'est horrible comme condition. Et même que le film, c'est tellement échelonné. Il y avait 60 millions de budget au départ. Le budget a monté jusqu'à 135 millions. Wow, il s'est poursuivi plus que pendant... doublé. Ben oui. Le tournage a duré 9 mois. Et à la fin du tournage, la fin devait se passer dans la neige, comme le reste du film. Mais là, c'était tourné au Canada. Ils ont tellement échelonné ça qu'il n'y avait plus de neige. C'est fini. Ils ont été jusqu'en Argentine pour tourner la fin. Imagine les coûts de production supplémentaires que ça a. C'est ça a doublé, ça a triplé. Et juste le fait de se rendre sur les lieux de tournage, déjà là, juste aller là, ça fait partie à peu près de 40 du budget du film. Parce que tous les endroits où ils ont tourné, c'était quand même assez éloigné. Et Tom Hardy, lui, il était tellement sur les nerfs, il trouvait ça tellement difficile, et surtout le tempérament du réalisateur, qu'à un moment donné, il s'est vraiment battu avec. Tu sais, il s'est dit, regarde, m'enlever la tension, là, regarde, ça marche pas, là. OK, on se pète la gueule. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Ils se sont pété la gueule, et après ça, tout a été correct. Et pour immortaliser ça, on l'a pris en photo avec le réalisateur. Et Tom Hardy a fait des T-shirts pour tout le monde à la fin du tournage, avec justement cette photo-là du réalisateur et de lui qui venait de se péter la gueule, justement. N'importe quoi. Mais ça a fait une bonne chose. Ça a enlevé une la tension qui était là. Oui, ça a enlevé une tension. Mais c'est sûr que ça devait être un plateau de tournage assez tendu, puis même avec éclairage naturel, ça devait être sombre. Puis ça a dû augmenter les coûts de production aussi, parce que là, à la fin de la journée, à un moment donné, il n'y a plus de lumière. Bien, c'est ça. Ils pouvaient seulement tourner pendant quelques heures par jour. Donc, je pense qu'il y a un seul plan, un ou deux plans où ils ont eu besoin pendant le soir d'utiliser un éclairage qui n'est pas naturel, mais sinon, tout a été fait grâce à la nature. Et vraiment, quand tu regardes ça, juste le décor, bon, il est minime, ils n'ont pas eu besoin de faire grand-chose. L'éclairage, il n'y en a pas vraiment. Donc, vraiment, imaginez que la plupart de ce coût-là a été juste au niveau du transport. Ça a dû être absolument effrayant, juste se rendre là. Juste se rendre là sur le plateau de tournage à chaque journée. Comme ça doit te faire une journée, c'est fini, tu peux retourner chez vous, t'es fatigué. Ainsi que le salaire de Leonardo DiCaprio. C'est tout le temps qu'on avait, mais un succès critique, du moins, et ça a rentré dans l'argent. 12 nominations aux Oscars, oui, ça va. C'est à suivre. Oui. Merci, Nicolas. Ça conclut notre émission pour cette semaine. Nous aimerions qu'on parle de votre association, possiblement de votre regroupement ou même de vos événements. Ne vous gênez pas pour contacter l'équipe de Laval et compagnie. Soit par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio et nos excellents chroniqueurs, de même qu'à l'équipe de recherche et bien sûr de réalisation. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vivante et vivante, sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir, Merci, Amélie.